Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, un sourire agréable aujourd'hui, le jeudi 20 février 2014. Un coucou à ma fille qui fête son anniversaire aujourd'hui. Fait coucou là où elle est, à Nancy, et c'est très très loin d'ailleurs. Alors, nous allons parler de vous aujourd'hui. Vous allez parler de ce que vous savez faire. Vous êtes de la diaspora, ça fait longtemps que vous êtes en France. Vous portez un nom en consonance de province orientale. Vous allez nous expliquer d'où vous venez. Alors, dites-moi qui vous êtes, votre nom, prénom, tout ça, etc. Alors, donc, je suis Zahabou, Lydie Massoudi. Je suis donc originaire du Congo, de la RDC. Il faut le spécifier, hein, le grand pays, hein, la RDC. Ah, oui. Donc, du Congo, Kinshasa. Mon père est de Kindu. Comme je disais, dans la province orientale. Voilà. Et ma mère est de l'Équateur. Voilà. Sacré mélange. Hein. On dit chez nous, c'est ça qui est notre richesse en fait. On ne regarde pas l'ethnie, on se marie. Ouais. Et c'est le travail magnifique que Mobutu a pu faire d'ailleurs. Hein. Ouais. Et c'est un très grand mariage d'ailleurs. En tout cas, j'ai eu des parents merveilleux et ce que je suis aujourd'hui, je leur dois grandement. Alors comme vous parlez de vos parents, je vais essayer de m'immiscer un tout petit peu. Pouvez-vous me parler un peu de votre père, vos parents Alors, je vais commencer donc honneur aux dames. Toujours honneur aux dames. Ma mère était une femme commerçante dans les années 70 déjà. Elle faisait déjà des affaires avec l'extérieur, notamment la Chine. Alors qu'en ce moment-là, on ne parlait pas encore de Guangzhou ou autre marché péril jaune, connaître. etc. Voilà, on ne parlait pas du tout de ça. Mais c'était vraiment déjà une femme d'affaires. Et d'ailleurs, ma grand-mère avait toujours cette fibre de vendre du poisson. Elle vendait du poisson séché au marché à Kinshasa ou à Mbandaka. Alors, le poisson récupérable au lobo, tout ça, etc. Voilà. Alors, donc, du coup, ça vraiment, c'est quelque chose que mon père a beaucoup apprécié chez ma mère. Il me l'a dit à plusieurs reprises qu'il a beaucoup aimé son esprit dynamique d'entrepreneuse. Et donc, voilà, ça, c'est ma mère, fille unique de son père et de sa mère. Donc, voilà. Alors, excusez-moi, je souhaiterais un peu rebondir sur ça. En Europe, ici, quand on voit des femmes qui bossent comme ça, on dit, voilà, c'est des femmes émancipées, de féministes. Or, chez nous, ça date de longtemps. Non, mais en fait, ce que j'aime beaucoup par rapport à chez nous, et puis bon, aux générations passées, et qu'on trouve encore aujourd'hui, peut-être qu'on va me dire que je suis un peu vieux jeu, mais ce sont quand même des femmes qui savaient tenir une maison aussi avec leurs entreprises, qui ne déléguaient pas tout à la nounou ou à la bonne de la maison, et qui savaient également rester soumise là j'espère qu'on ne va pas me non il faut dire ce qu'il y a d'ailleurs qui savaient aussi rester quand même soumise à leur mari, et ça lui a donné des lettres de noblesse dans la famille, et qui fait que mon papa l'a beaucoup aimé, cette femme, parce qu'elle était entrepreneuse, elle savait gérer un foyer. Et elle aimait mon père et elle savait le respecter. Et ça, c'est très important aussi. Vous avez dit quelque chose d'extraordinaire. En vous regardant, vous parlez avec beaucoup d'amour et de tendresse de vos parents. Sont-ils en vie? Non, parce que c'est pour ça que j'emploie le passé simple. Parce que bon, maman nous a quittés, nous étions très très jeunes, j'avais 7 ans. Et mon père nous a quittés en 2007. En 2007. Alors, votre père? Alors, mon père, donc mon père... fils unique de son père et de sa mère, mais notre grand-père avait plusieurs épouses parce que confession musulmane. Donc du coup, on a beaucoup d'oncles également. Et donc papa a été diplomate de carrière. Il a commencé par le journalisme qu'il a étudié. Ensuite, il a été diplomate de carrière. Il a étudié, il faut dire, hein, spécifiquement. Étudié, oui. Il n'a pas, étudié, oui, parce que parce qu'il n'a pas pris pas improvisé. Voilà. Il a fait des études. Il n'a pas pris sa caméra, son micro, comme on voit aujourd'hui. Mais même s'il avait étudié, il n'a jamais été sur le terrain, si on peut dire comme ça, comme les journalistes que l'on connaît, que l'on peut connaître aujourd'hui. Donc voilà. C'est ça. Alors vous,
Mais donc moi, je répète, Lydie Massoudi, mon prénom, donc Il y a Lydie. Il y a Zabou. En fait, d'abord, c'est Zabou d'abord. Alors, vous préférez Zabou ou Lydie? Les deux, parce qu'ils ont tous des significations. Alors, en fait, Zabou, j'en ai 4 prénoms, en fait. 4 prénoms. Ils ont tous une signification, je pense, qui avait été divinement préparée pour ma vie. Donc, mon premier prénom, c'est Zabou. Donc, pour ceux qui viennent du Kivu, connaissent peut-être la signification. Et vous? Je sais pas. Vous connaissez? Bah, bien sûr, oui. Alors, dites-nous. Donc, ça veut dire de l'or. De l'or, bien sûr. Alors, c'est les drames de l'Est, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, donc la richesse qui crée un peu quelque part son malheur, Oui. parce que convoité, parce que déchiré, etc. On va y revenir d'ailleurs. Ouais. Et et Lydie. Donc pour les lecteurs de la Bible connaîtront tous que dans Actes chapitre 16, verset 14, Lydie c'est une marchande de pourpre, femme dynamique, femme entrepreneuse qui avait la crainte de Dieu. Donc ça rejoint un petit peu le côté de ma mère également. Ensuite Françoise. Donc, pour tous ceux qui savent aussi un petit peu, Françoise, c'est François, femme libre. Donc, voilà. Et le dernier, Boussola, qui est un prénom à consonance nigériane, Yoruba, qui signifie Dieu rajoute de la richesse à ta vie. Donc, voilà. Alors, autour de votre vie, je vois, il y a la présence importante, la présence divine. Ça viendrait de quoi? Mais je pense qu'il y a une prédestination déjà par rapport à ma famille, par rapport à mes parents, par rapport à moi-même, par rapport à mon avenir. Donc, il fait que l'homme ne peut pas vivre seul. L'homme n'est pas venu au monde seul. Il a été accompagné par des parents, mais également il a été protégé. Et le regard de Dieu est sur chaque être humain. Chaque être humain, effectivement, c'est pour cela que vous êtes un peu en retrait de tout ce qui est modernisation, tout ce qui est féminisme, en fait, si on veut, parce que le féminisme, c'est un rapport avec aussi le rejet de la Bible, le rejet du dogme, c'est que j'ai pu comprendre. Ouais. Bon, sans vouloir faire trop de débats, parce que je pense pas que c'était le but de l'interview, mais bon, là, apparemment, on va y aller. On va y aller. Alors moi, le féminisme, j'ai du mal à comprendre, en fait, hein, de quoi il s'agit exactement. Je suis assez traditionnelle, bien que évoluant dans une société dite moderne. Moi, je me vois dans un futur... épouse d'un mari, étant soumise, mais bien entendu dans l'amour, hein, parce que bon, on n'est pas soumis comme ça, comme un petit mouton qu'on suit, on suit quelqu'un comme ça sans savoir où aller, mais tout en sachant qui je suis, en sachant quelle est ma place dans le foyer, dans la société, en sachant quel est le rôle que j'ai à jouer, et je pense que les choses vont se passer très bien. Si chacun sait quelle est sa place, parce qu'on n'est pas pareil. Vous voyez bien que, même si on parle actuellement de théorie de genre, etc., etc., mais bon, il y a des évidences qui sont là qu'on ne peut pas nier. Un homme est un homme, une femme est une femme, donc chacun a son rôle bien défini, et je pense que on a un avantage à marcher dans l'harmonie. Vous aurez beaucoup de demandes après cette émission. Dites-moi, parlez-moi un peu de votre parcours, votre cursus. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 7 ans, vous avez dit? Non, ma mère est décédée quand j'avais 7 ans. Voilà. Alors, vous êtes arrivé à quel moment vous êtes arrivé en France? Bon, alors en France, je suis arrivée, j'étais adolescente. Hein. C'est-à-dire? J'ai terminé mes études à 19 ans. Non, 21 d'années, 22 ans, je ne sais plus quand exactement. Je suis arrivée en France suite à un échec au baccalauréat. Hein. En fait, déjà parce que mon père était diplomate, donc il voyageait pas mal. Nous sommes arrivés en Belgique d'abord. Hein. J'étais bébé en fait, hein. J'avais même pas 1 an. Et puis, bon, on voyageait beaucoup. Et finalement, au décès de ma mère, mon père a décidé de nous placer, mon frère aîné et moi. Bon, je ne vais pas trop raconter toute ma vie. Parce oui, rapidement, mais très très rapidement. C'est pour ça que je disais, vous êtes arrivé en France, donc, en fait, 19 ans, 21 ans, 22 ans. Donc, en fait, moi, j'ai évolué d'abord en Belgique. Et à la suite de ça,
étant une grande amoureuse de l'Afrique, hein, j'ai demandé à mon père de rentrer avec lui où il était affecté. Il se trouvait qu'il était en Afrique de l'Ouest. Au Togo. Voilà. Et donc... je connais un tout petit peu, hein, oui, allez-y. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Donc du coup... Buvez, hein. Oui. Et donc du coup, j'ai voulu expérimenter un peu les études en Afrique. C'était super sympa. Et à la suite de ça, donc j'ai pas eu mon bac parce que c'était super compliqué le bac togolais. D'ailleurs, je salue mes amis togolais qui me reconnaîtront. Mais bon, voilà. Donc du coup, je suis venue à Paris pour tenter ma chance à la Sorbonne en capacité de droit. Capacité en droit, à Voilà. l'époque c'était cela. À l'époque, Voilà. Aujourd'hui ça continue aussi. Hein. Oui, et donc et là c'était encore la catastrophe. Donc c'était horrible. Donc j'ai dit à mon père, j'ai dit écoute, moi je pense que ce qu'il me faudrait, c'est de faire des études d'hôtellerie. Au début, il n'était pas très chaud parce que bon, une femme dans l'hôtellerie, ça avait des connotations, oui, faire quoi et tout ça. Bon, c'était un petit peu, c'était pas très bien vu pour des femmes de faire de l'hôtellerie. Finalement, j'ai été et ça s'est passé super bien. Alors, super bien, vous êtes dans le métier, vous avez mis votre main dans la cambouille et tout marche vite, tout va vite. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez fait depuis dans l'hôtellerie? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait dans l'hôtellerie? C'est que j'ai fait des stages. J'ai commencé par faire des stages comme tous les étudiants de l'école. Ensuite, j'ai eu un super poste au Congo-Brazzaville. C'était vraiment une super... Congo, en face, chez nos voisins d'en face, que je salue d'ailleurs au passage. Super expérience. Pas loin de la forêt équatoriale. Donc, dépaysement total. Donc... c'était une vie vraiment extraordinaire. Vraiment, j'ai rencontré en plus de ça des personnes extraordinaires. Ça m'a permis de me découvrir, ça m'a permis de comprendre un peu mieux le travail sur le terrain. Ça m'a permis de faire gagner de l'argent, savoir c'est quoi signer un contrat. Ça m'a permis de pouvoir veiller au bien-être du personnel, de pouvoir vraiment me dépasser en fait. Donc voilà, donc ça c'était une expérience extraordinaire. Et puis bon, je suis rentrée sur Paris. Et là, j'ai eu un poste de chef de réception dans un hôtel sur Paris, d'ailleurs pas loin de Montparnasse. Et à la suite de ça, j'ai voulu voler de mes propres ailes en ouvrant un restaurant. Mais bon, ça, c'est plutôt phase projet. Et depuis 2013, j'ai ouvert une agence de conciergerie de luxe. Alors, il faudrait expliquer aux gens, on va parler de cela dans les détails. Mais vous avez dit que votre père fut un grand diplomate de carrière. Vous avez beaucoup voyagé. Vous parlez combien de langues? Franchement, je veux dire, j'en maîtrise 2. Hein. Je comprends bien l'espagnol. Quand vous dites comprendre, c'est-à-dire quoi? Je suis au niveau touristique. Hein, voilà. Je peux me diriger dans une ville en espagnol, j'aurais pas de problème, je reconnais des mots et tout. Mais c'est pas une langue que je maîtrise. Après, bon, il y a les langues du pays, donc le swahili que je comprends très bien, mais que je parle de façon abracadabrantesque, on va dire. Et l'anglais que je maîtrise. Que vous maîtrisez l'anglais, c'est tout à fait normal. C'est la logique d'ailleurs quand on est dans l'hôtellerie. Oui, hein. c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Alors, Lingala, vous avez jeté Lingala? Non, les Lingala aussi c'est super, mais bon, je parle Lingala comme. Je sais pas comment. On va y aller 5 minutes. Dites-moi alors, après Siaskoyo. Oui, mais ça, là, ça va être un peu. C'est pas grave. L'air au comique au s'est lancé dans l'hôtellerie. Difficulté, nous, mon ami. Difficulté, parce que, en tant que. Moi aussi, déjà, parce que, à cause de client, mais ils ont toujours une petite idée derrière la tête. Ça m'a mis mon quoi bien, tout ça. Donc, c'est pas évident. C'est pas trop évident. Non, c'est pas trop évident de remplir en lingala. Donc, voilà, je pense que vous auriez compris. Oui, c'est ça que je voulais entendre. Donc, voilà. Donc, c'est pas trop évident. C'est pas trop évident parce que, surtout en Afrique, bon, alors après, bon, c'est vrai que moi, en tant que femme, peut-être que je corresponds aux standards. Bon, c'est pas pour rien que Dieu m'a créée congolaise. Donc, j'ai certains attributs, certains standards que les gens peuvent apprécier là-bas.
Donc, parfois, c'était un peu compliqué. C'était un peu Alors, compliqué, mais bon. j'ai remarqué, vous êtes naturel, vous n'aidez pas comment ça s'appelle ces mèches brésiliennes, hein, comment ça s'appelle, je n'en sais rien. Hein. Vous êtes vraiment naturel, c'est vraiment ça, c'est vraiment c'est la femme typiquement africaine. Oui, non, alors je vous rassure, j'ai pas toujours été comme ça. J'ai eu ma période de mèche. Enfin, je me tresse, hein, on va dire ça piqué lâché pour les femmes qui connaissent. Mais j'ai eu ma période de perruque aussi. Et donc là, retour au naturel parce qu'au bout d'un moment, on se sent étouffé. Moi, je me sentais étouffée parce que, surtout en Afrique, il fait très chaud. Donc, bon, je jette pas la pierre, je condamne personne. Mais par rapport à moi, je pensais que c'était le temps de me révéler au grand jour tel que je suis. Voilà. Bon, je pense pas que je sois devenue vilaine. Donc, ça va. Mais ça vous va merveilleusement bien d'ailleurs, Ah oui, hein, bon, c'est ben du merci, naturel. oui. Mais dites-moi pourquoi nos femmes maintenant s'élancent, on va y arriver notre vrai débat, s'élancent dans ce genre de mèches qui coûtent 200, 300 euros. J'ai remarqué que ça coûtait aussi ces prix. Ben, je sais pas trop. Bon, moi, si je Et il dois... y a des bagarres dans les familles à cause de ça d'ailleurs, hein, entre Ah oui, couples, hein, oui, parce mais... que le mari n'a pas 300 euros à Ouais, mon sortir. mari n'aura pas déjà ce problème-là, déjà, donc voilà. Je ne sais pas. Alors maintenant, je me dis, c'est vrai que moi-même, personnellement, je me posais déjà la question de savoir, oui, mais pourquoi est-ce que nous, nos cheveux sont bouclés comme ça et tout? C'est dur à peigner, c'est pas évident et tout. Et pourquoi les autres ont des chevelures qui descendent et tout? Ça a l'air tellement plus joli et tout et tout. Il y a des nœuds aussi, hein, de femmes blanches, elles ont des problèmes de nœuds. Oui, Ça oui, coiffe pas le oui. matin, tous les Mais matins. bon, nous, c'est quand même, par rapport aux standards de beauté international actuel, on est un petit peu, nos cheveux sont quand même différents, sont vraiment différents. Parce que vous avez, c'est des micro boucles qui fait que c'est vraiment différent en fait. Hein. Donc il faut pouvoir s'accepter comme ça. Alors moi je ne sais pas. Alors bon, Est-ce que c'est l'aliénation? C'est vrai que c'est l'aliénation de voir des femmes africaines quand elles marchent de dos. Vous dites, tiens, c'est une européenne. Quand elles se retournent, tiens, c'est quoi? Est-ce que c'est le standard là dont vous parlez? C'est peut-être ces standards internationaux où il y a un dictat qui dit que une telle femme sera belle avec tel type de cheveux. Donc tout le monde veut ressembler. Tout le monde veut ressembler. Alors, dites-moi pour revenir à ce que vous faites. Vous avez mis une entreprise en place, vous êtes de la diaspora, Ouais. vous le revendiquez, vous êtes congolaise, vous revendiquez. Vous êtes fière d'être congolaise d'ailleurs? Ah ben alors là, franchement, j'étais prête à tout quitter pour aller travailler en Afrique. Je pensais que c'était ma destination finale de ma vie, parce que j'aime beaucoup ce continent, et surtout la RDC, parce que c'est un très très beau pays. Bon, j'ai pas pu visiter, j'ai visité plus le Congo-Brazza, et il y a des similitudes, bon, parce qu'il y a la forêt équatoriale qui est commune aux deux pays, et c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. Alors, au niveau de l'hôtellerie, qu'est-ce que vous voyez par rapport à la RDC? Parce que vous savez que la RDC, le tiers de pays est occupé par la forêt, hein, une partie. L'autre partie, on voit, il y a des rivières, il y a des confluents, affluents, etc. Donc, on a le bassin, le grand bassin du Congo. Alors, le bassin du Congo, il y a la faune et la flore, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces pays en termes touristiques? Les conseils même, vous pouvez donner aux gens qui veulent se lancer dans le tourisme. Qu'est-ce vous pourrez conseiller à ces gens-là? Parce qu'on a un pays, on a tout ce qu'il faut, mais on n'arrive pas à attirer le tourisme. Bien, les touristes, bien sûr, il y a des problèmes de sécurité ou de l'insécurité. Comment voyez-vous le tourisme dans ces pays? Mais en fait, j'avais eu à faire un exposé, j'étais en école primaire, et nous avait demandé de faire un exposé. Et moi, j'avais présenté le Congo, le Zaïre à l'époque. C'était merveilleux parce que avec le bouquin que j'avais, j'ai découvert mon pays avec des photos, mais vraiment extraordinaires. Je ne sais même plus le titre de ce livre. Mais alors, on a un potentiel touristique flagrant. Autant le potentiel minerai et autres que l'on connaît, que tout le monde parle de scandale géologique, mais le potentiel touristique qui est attaché justement à ce scandale géologique, il est phénoménal. Maintenant, moi, si j'avais des conseils à donner, de par ma petite expérience que j'ai vécue au Congo-Brazzaville, c'est la formation. La formation déjà du personnel, avec des dirigeants d'hôtellerie, des dirigeants dans l'hôtellerie et dans le tourisme sérieux, avec une approche et une dynamique internationale. C'est-à-dire que
faire venir des gens qui ont de l'expérience dans l'hôtellerie au niveau international, des Congolais, des Africains, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, il y a beaucoup de gens qui font de l'hôtellerie, et les faire venir et les faire travailler de façon occidentale, mais en même temps tenant compte aussi de la culture locale. Parce que je m'en souviens quand j'étais à Brazza, enfin au Congo, souvent il y avait des petits problèmes. On allait voir peut-être des employés qui passaient, il y avait peut-être un truc au sol, ils vont pas le ramasser systématiquement. Alors, un jour je passe et je ramasse, et il y a une dame qui était venue à l'hôtel qui me dit: ah mais vous, je suis sûre que vous venez d'Europe, hein. J'avais même pas ouvert la bouche ni quoi que ce soit. Je me suis dit, bon, pourquoi elle me dit ça? Elle me dit, oui, parce que ici, les gens, c'est pas la culture de ramasser. Et même mon patron me disait toujours, c'est culturel. Donc il y a une culture qu'on doit adapter, plus d'ouverture déjà sur le monde international par rapport à l'ouverture donc que le personnel pourrait avoir quand ils vont recevoir des gens en fait. Et les personnes qui ouvrent des guest house, tout ce genre d'hôtels, chambres d'hôtes comme on dit, c'est très bien parce que il en faut. On n'aura jamais assez de lits pour satisfaire la demande, ça il en faut. Mais alors l'entretien, la maintenance, c'est vraiment vraiment important. C'est vraiment important. Alors, vous proposez quoi? Parce que vous êtes dans l'hôtellerie, vous avez dit, vous avez mis en place une entreprise dans la conciergerie, je crois. Ouais. Alors, expliquez-nous, ça fonctionne comment? On va chercher de call-girls pour donner aux gens qui veulent rester. Les call-girls, ça sait très bien comment trouver leurs clients, donc moi je pense qu'elles n'auront pas besoin de nos services. Alors, ça fonctionne comment? Alors, donc c'est une entreprise qui s'appelle Your Personal Assistant, en anglais, votre assistant personnel, qui s'occupe en fait de gérer votre quotidien. Que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez un particulier, que vous soyez à la retraite, que vous soyez footballeur ou autre, moyennant un abonnement annuel, donc vous devez vous acquitter. Expliquez-nous bien clairement pour que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne. Alors comment ça fonctionne? Donc vous payez un abonnement annuel et du lundi au vendredi, vous nous appelez. Écoutez, je voudrais organiser l'anniversaire de ma fille qui va avoir 5 ans. J'ai pas trop dîné, qu'est-ce que vous me proposez? Alors, nous, on fait des propositions. Je voudrais dîner en ville, à Paris, ou je sais avec pas une où. jolie dame de cheveux châtains clairs. Les dîners ne se font pas toujours avec des jolies dames qu'on doit, chercher. Ça peut être très bien en famille, hein, ça peut être très bien avec son époux, voilà. Donc du coup, on prend ça en compte. Vous êtes une société, vous êtes une ambassade. Vous avez besoin d'un coup de main. La dernière fois, je parlais avec le service d'une ambassade ici à Paris qui me disait que lors du sommet les sommets de la sécurité à Paris, voilà, du 6 au ils 7 étaient débordés décembre. Parce qu'il fallait trouver des chambres d'hôtel, il fallait trouver des voitures, etc. Au bout d'un moment, blocage, parce qu'on ne peut pas tout savoir et dans le stress, voilà. Donc c'est ce genre de service que nous proposons. Ou alors vous êtes un particulier qui habite à Jakarta et vous aimez bien tout ce qui est mode, vous avez besoin du dernier Vuitton, voilà, on s'en occupe, on vous l'expédie. Donc c'est ça, en fait, c'est très très vaste comme service. Ça rejoint les services de conciergerie que l'on trouve dans les palaces, avec les concierges en fait. Qu'ils ont un carnet d'adresses important. Voilà. Quand le client veut passer une soirée agréable en compagnie d'un homme ou une femme, et ils ont l'air au circuit aussi, ils gagnent aussi de l'argent là-dessus. Voilà, ils gagnent de l'argent. Et c'est à partir de là que vous avez eu cette idée de créer voilà. en fait. Et parce que ça rejoint aussi le monde de l'hôtellerie, tout ce qui est service, et j'aime beaucoup tout ce qui est le service, rendre service. Alors, quel appel pouvez-vous faire au niveau de votre communauté? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de se lancer dans ces domaines-là. Quel est le conseil ou aussi de s'associer avec vous? Comment déjà, passez-moi un coup de fil. Voilà. Donc, déjà, vous pouvez déjà m'appeler. Je ne sais pas si le numéro... Le numéro va s'afficher. Oui. Et on pourra voir dans quelle modalité on pourra travailler ensemble. Et surtout les personnes qui ont fait de l'hôtellerie. Parce que ça, c'est vraiment très important. Parce que les personnes de l'hôtellerie ont déjà cette démarche, la culture du service, la culture du respect du client, la culture des
des bonnes manières, du savoir-vivre, et c'est ce que nous recherchons au sein de l'agence. Il faut maîtriser plusieurs langues. Alors, plusieurs langues, l'anglais, donc on le dit ça, évidemment. Fluently? Oui, fluently, you're supposed to speak English. I mean, that's the list. Alors, ça, c'est nécessaire. Après, mais toutes les langues européennes, que ce soit l'espagnol, que ce soit le portugais, que ce soit le russe, toutes ces langues-là, le serbe, le croate, c'est vraiment important parce qu'avec toute cette partie de l'Europe de l'Est qui se développe énormément, c'est vraiment important. Alors, ma question, parce que souvent, on cherche aussi de personnes typées, de femmes typées. Moi, je rentre quand même dans les détails, même si ça va choquer un tout petit peu, c'est pas un problème, ça fonctionne comme ça. Il y a un chef d'entreprise qui vient d'Afrique, un patron veut passer, ou une personne souhaite qu'une personne l'accompagne, mais que ce soit une personne avec la matière grise. Une compagnie, une femme, par exemple. Mais pas pour aller faire autre chose, mais l'accompagner au niveau de quelqu'un qui sache tenir une conversation, en fait. Ça, c'est souvent recherché. Oui. C'est seulement l'accompagner, mais avec la pertinence. Est-ce que vous cherchez aussi dans ce... Alors, pour être honnête avec vous, j'ai pas encore eu ce genre de demande. Mais il y a de plus en plus... Mais si jamais ça se présentait, si cette situation se présentait, oui, pourquoi pas. Mais bon, ça après, il faut voir les termes du contrat, etc. Il faudrait vraiment que ce soit quelque chose qui n'ait pas une autre connotation, mais que ce soit strictement professionnel. Oui, pourquoi pas. Oui, parce que vous parlez de connotation, parce que vous êtes religieuse, vous êtes croyante, donc vous ne voulez pas vous verser dans ce que beaucoup font aujourd'hui, le call girl, tout ça, etc. Parce qu'il y a ça, il faut le reconnaître. Oui et non, parce qu'en fait, de toutes les façons, il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement dites religieuses dans le sens du terme où on l'entend, mais qui n'aiment pas non plus ce genre de vie. Alors moi, ça répond plus à une question d'éthique et par rapport à mes convictions personnelles. Donc cet aspect-là n'est pas abordé au niveau de l'agence. N'est pas abordé. Alors, est-ce que vous avez déjà tenté l'expérience avec de partenaires africains, parce que ce sont de mauvais payeurs souvent? Oui, alors j'ai eu des expériences assez douloureuses, on va dire, certains mauvais payeurs. Hein. Mais bon, ça fait partie de la vie. On apprend. Et puis on passe. Et puis après, chat échaudé, crâne froide. Bien sûr. Donc du coup, on met en place certains mécanismes pour nous se protéger, pour pouvoir entrer dans nos fonds la prochaine fois. Quoi. Voilà. Le meilleur pays qui évolue aujourd'hui, qui est émergent aujourd'hui, où quand on fait les affaires, on a l'espoir d'évoluer, la capacité de gagner beaucoup d'argent. C'est quel pays? Mais moi, je dirais tous les pays. Hein. En France aussi. En France aussi. Mais oui. Sinon, on ne parlerait pas d'Ingrid Betancourt. Oui, mais ça, c'est l'exception. Oui, il y en a plein. Il y a plein de millionnaires, milliardaires en France. Mais moi, je pense que c'est plutôt d'abord, premièrement, de faire ce que l'on aime. Et deuxièmement, d'être là où on doit être et de faire son travail, point final. Maintenant, le reste, le succès viendra. Moi, c'est comme ça que j'aborde les choses. En tant qu'Africaine, je pourrais dire, le pays qui me marque le plus en ce moment, on va dire, qui est plus en vogue, peut-être, dont on parle beaucoup en bien et en mal, c'est peut-être le Nigeria que j'ai un peu plus connu ces derniers mois. J'allais revenir, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Je savais, oui. Alors, j'avais deviné. Le Nigeria, Oui. on remarque un pourcentage élevé. On voit des gens qui sont dans l'escroquerie, dans ce comportement qui outre, qui en définitive pose des problèmes au niveau de leur image. Comment on peut distinguer un bon Nigérien, un mauvais Nigérien? Parce qu'en fait, en réalité, il n'y a que ça. Quand on voit, tiens, je vais travailler avec un Nigérien, non, on fait attention, parce que là-bas, c'est... bien malin, celui qui pourra discerner, déjà. Franchement, moi, j'ai eu affaire aux deux. Ah oui, franchement, j'ai eu affaire au mauvais côté, on va commencer, du Nigeria. Et là, par la grâce de Dieu, j'ai vraiment affaire au beau côté. Et je pense que ça promet de grandes ouvertures. Donc, comment ils fonctionnent, eux? Est-ce qu'ils sont réactifs? Ils sont très
comme on dit, british, donc à faire. Ça dépend. Oui, Ça dépend parce qu'en fait, c'est comme chez nous, en fait, au Congo, vous avez affaire à des personnes qui peuvent être très raffinées et qui ont des bonnes manières, qui ont étudié dans des très bonnes écoles internationales, les bonnes universités. Après, vous avez des personnes un peu plus... je veux pas choquer, en fait. Non, il faut aller. Qui sont peut-être un peu moins raffinés, voilà, on va dire ça comme ça. Et on reste diplomate. Hein. Donc, fille de diplomate. Ben oui. Donc, et donc, en fait, vous avez affaire à ce genre de personnes-là également au Nigeria. Donc maintenant, à vous de trouver votre chemin. Oui, et puis bon, les expériences, ça forme. C'est pas parce qu'on est tombé sur une mauvaise personne une fois que toute notre vie, on va tomber sur une mauvaise personne. À moins que nous-mêmes, on soit des mauvaises personnes, parce que qui se ressemble, ça semble finalement. Donc voilà, mais vraiment, moi, ce pays me marque beaucoup parce que le Nigérian... Passé beaucoup de temps là. Oui, pas mal de temps. C'est un peuple déjà anglo-saxon, donc c'est une autre approche par rapport à la francophonie. Le Nigérian, il est dans le maintenant. Il va agir tout de suite. Parfois, c'est un peu nerveux. Et ce sont des gens qui saisissent les opportunités au vol. Parfois, qui créent les opportunités. Moi, j'avais une amie qui m'avait dit une fois, ben, écoute, si la porte elle est fermée, tu donnes un coup de pied dedans. Donc, ça, c'est un peu le style nigérian. Donc, parfois, ça peut choquer parce que nous, quand on arrive avec une petite manière bien française, bien, tout est bien à la place et tout ça, vous arrivez dans un endroit, ça a l'air chaotique, mais de ce chaos-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va sortir, donc on est bluffé en fait. Donc, c'est un petit peu comme ça, et le fait d'être anglo-saxon, donc ils sont très tournés vers tout ce qui est Angleterre, de par ancienne colonie, et tout ce qui est États-Unis, donc voilà quoi, donc vous retrouverez, quand vous allez dans les marchés de l'Afrique de l'Ouest, vous allez retrouver énormément de contrefaçons qui viennent du Nigeria. Commençant par les médicaments, le sexe, etc. Tout, les habits, vous allez les pièces détachées de voitures, tout et tout. Donc c'est un peuple qui est extrêmement dynamique. C'est un peuple qui est très spirituel parce que vous allez trouver au Nigeria d'ailleurs les plus grandes églises, même en termes de structure, la plus grande église évangélique. La plus grande église en termes de structure, donc de fondation, donc se trouve à Lagos, construite par le bishop David Oyedepo, mon père spirituel que je salue au passage, même s'il ne comprend pas le français. Oui, mais en anglais, allez-y. Oui, bon, enfin bref, allez-y. Je dirai plus tard. Okay. Allez-y. Hi Bishop, this is Lady. Nice to talk with you. Right. Et donc, du coup, c'est eux qui ont construit la plus grande église en termes de structure. Il faudra préparer l'enveloppe pour le ramener plus tard. Hein. Oh, ils ont dépassé ce stade. Ils ont dépassé ce stade. Oh. Là, franchement, j'ai appris énormément avec eux. Dites-moi pourquoi ça, on reviendra sur ça, oui, ils ont dépassé ce stade. Non, là, ça faudrait tout un enseignement, mais bon, je ne crois pas que j'étais venu pour prêcher ici. Donc, du coup, vous retrouvez en fait déjà ce dynamisme-là spirituel, par exemple, où ils ont construit cette grande église de 50 000 places sans apport financier de l'extérieur, donc avec leurs propres fonds. Donc quand vous avez ce genre de culture, ce genre de gestion de fonds, ce genre de dynamisme, de volontariat, vous disiez, parce que moi j'en ai visité des églises, et c'est vrai que là vous vous dites, waouh. Donc alors le Nigeria c'est tout ça. Alors après vous avez le côté un peu noir, mais moi j'aime beaucoup, ça m'apporte énormément. Le business du pétrole, le business de tout, même l'art, oui. Ils ont des choses extraordinaires à vendre. C'est un grand peuple. C'est un très grand peuple. Et Yoruba, il y a des Yoruba, il y a des Rières, il y a les Yoruba, il y a les Igbo, il y a, je connais pas tous, mais surtout les Yoruba. D'ailleurs, mon dernier prénom, Boussola, est un prénom Yoruba. Oui, je viens de le dire. Et vous avez passé un moment aussi en Angleterre aussi. Un peu partout. Un peu partout. Oui. C'est-à-dire un peu partout en Europe, un petit peu aux États-Unis aussi, puis l'Afrique, pas mal. Je connais pas l'Afrique australe, j'aimerais bien découvrir, mais donc voilà. Oui, donc comme vous n'aimez pas rester sur place, à l'endroit,
Vous n'êtes pas... Mais il m'a fallu du temps pour pouvoir me trouver, pouvoir me stabiliser et trouver justement, comme je disais tout à l'heure, l'endroit où je devais être. Pour moi, je pensais que c'était nécessairement en Afrique, mais finalement, je pense que ma place est ici. Ah bon? En ayant Donc, toujours, c'est localisé ici? voilà, ici, mais en ayant toujours ce regard et puis la petite valise toujours prête en cas de besoin vers une destination africaine. Alors, la boîte, ça a commencé quand, votre boîte? Elle a commencé en janvier 2013. Et alors, au niveau de l'année écoulée, là, comment vous avez... Alors, ben, l'année écoulée, c'était pas mal. On va dire que c'était vraiment le début. Donc là, je suis plutôt en phase de recherche de clients. De partenaires? Oui, de clients, de partenaires. Et finalement, les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Et pour fidéliser également les clients, en fait, hein, pour qu'ils puissent renouveler leurs abonnements au fur et à mesure et leur proposer de nouveaux services. Donc on est dans cette phase-là, en fait. On est encore dans la phase de décollage, on va dire. Alors, pour repartir en RDC, il y a beaucoup de flats, hein, vous avez parlé de guest house. Oui, oui. Il y a beaucoup de flats, on voit au niveau d'entretien, c'est à désirer, on voit aussi au niveau du fonctionnement, la formation. Vous comptez mettre une école d'hôtellerie ce serait mes projets, en fait, je ne vais pas tout dévoiler tout là, parce que bon, voilà, on est dans un monde de concurrence. Je suis on pique les idées des voilà, donc c'est vite fait. Mais moi, les conseils que je donnerais, évidemment, c'est la formation. Et j'ai eu à former les personnes quand j'étais au Congo-Brazzaville. Il faut former. Il faut former parce que vous ne pouvez pas avoir Moi, j'avais des expats qui sont habitués à la mentalité. Des expatriés, comme on dit. Expatriés, hein. Voilà. Qui sont habitués un peu à la mentalité africaine. Bon, parfois, vous avez des serveuses qui traînent les pieds. Oui, voilà. Ça boude avec un visage un peu... bon, je comprends, il fait chaud. il n'est pas très accueillant, on voit des gens qui... Parfois, c'était pas très évident, quoi. Donc, il faut former. Il faut former, et moi je dis aux personnes qui construisent des guest houses et qui souvent viennent d'Europe, de quand même jeter un petit coup d'œil sur la maintenance et sur l'entretien au quotidien. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous recevez des gens dans une chambre d'hôtel, donc vous avez peut-être la chasse d'eau. Juste un petit exemple. Hein. Des personnes qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Je ne dis pas tous. Tout le monde ne prend pas un avion pour aller à New York, pour aller à Londres, etc. Donc il y a des réalités aussi. Il y a certaines personnes qui viennent d'autres endroits qui n'ont pas la possibilité aussi. Voilà, donc disons les choses simplement. Donc une chasse d'eau, il faut peut-être expliquer. Alors si vous n'avez pas un service de maintenance, nous on a eu le cas à l'hôtel, c'est qu'après, la chasse d'eau, elle est cassée, tout ça, etc. Le client d'après vient, ça n'a pas été vérifié. Il faut constamment avoir un service de maintenance sur place. Le réflexe d'aller qui peut vérifier la petite ampoule, qui peut vérifier la chasse d'eau, qui peut vérifier le petit robinet qui fuit, ce genre de détails-là. Quelqu'un, une gouvernante qui regarde en dessous du lit si il n'y a pas trop de poussière qui a été décollée, parce que parfois c'est pas culturel. Voilà. C'est pas ici vous êtes dans un monde où les gens veulent pousser tout à la perfection, donc le moindre poussière c'est un scandale. Mais de l'autre côté, bon, on n'a pas encore cette culture-là, donc ce serait pas mal pour les gens qui sont ici, de pouvoir partager un peu cette expérience-là avec nos compatriotes pour pouvoir faire avancer les choses un peu plus facilement. Facilement, on va vers la fin de notre émission. Ah, déjà? C'est très rapide. Ça fait 40 minutes déjà qu'on est ensemble. Oui. Ça va vite. Hein. Oui. Vous savez, quand c'est intéressant, ça va toujours vite. Mais on va sur la RDC, on va parler un tout petit peu politique. Là, franchement, c'est pas trop mon fort, mais bon. Je vais essayer. Hein, en tant que Congolaise, on voit la situation des femmes dans l'Est de la RDC, donc votre région. Quelle est la lumière portez-vous par rapport à tout cela? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme contribution? Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs? Est-ce que vous participez dans les marches ici? Alors, des marches, j'en ai fait. Une fois, quelqu'un m'a dit, oh, ben, qu'est-ce que tu fais là? Je ne connaissais même pas la personne, je lui ai dit, c'est là, 200. Moi, je compatis. Hein. Alors, je me sens impuissante. Parce que, bon, vous voyez l'ampleur des désastres et l'ampleur des conséquences
que ça a sur ces femmes qui se sont fait violer. J'ai vu un film qui a été fait par des Anglais, je pense, Ouais. Unwatchable. Ouais, c'est australien, non? Une partie australien et des Anglais aussi. Ouais, C'est des peut-être, Anglais ouais. australiens. En Ouais. tout cas, des Anglo-Saxons. Oui. J'ai C'est bien émouvant. aimé. C'est émouvant. J'ai bien aimé. C'est pas que j'ai aimé les scènes et tout ça, mais j'ai bien aimé en fait de transposer ça dans si ça se passait en Europe, comment est-ce que les personnes réagiraient. Alors je pense qu'il faut beaucoup sensibiliser les sociétés occidentales par rapport à ce drame qui est en train de se dérouler là maintenant, parce que on peut pas rester insensible. Donc voilà, moi je compatis avec ces femmes. C'est vraiment dommage. Je me dis, Lydie, peut-être que tu aurais pu être là-bas. Ouais, Ça aurait pu être toi. oui. Ça aurait pu être Vivre tes ces enfants. drames, Ça aurait vivre pu ces être ta drames, soeur. Ça aurait pu être ta tante. Et tout ça. Donc, mais quelque part, vraiment, je me sens vraiment impuissante. Je me demande qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour atténuer ces douleurs. Voilà. Il y a eu un président qui est venu avec le bottes des jardiniers pour avoir la place de président de la République. Ça fait 13 ans qu'il est au pouvoir. 13 ans d'un drame terrible humanitaire en RDC, 13 ans de souffrance, 13 ans de viol, de massacre. Que pensez-vous de ce président-là? Ouh là 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 là. Alors moi, qu'est-ce que je pense du président? Franchement, je me garderais bien de mettre des commentaires par rapport à lui, déjà. Je le connais pas très bien. Personne ne le connaît, moi non plus, je ne le connais pas. Je l'ai vu tomber comme un cheveu dans une soupe. Voilà, donc on est deux. Donc On est au personne moins connaît. deux. Donc je ne connais pas très très bien. Ce que je peux dire, c'est que tout ce que je lui demanderais, parce que, bon, vous savez, moi j'ai une culture biblique. C'est pas impossible d'avoir un président qui n'est peut-être pas de chez nous. Quand vous lisez dans la Bible, il y a l'exemple de Joseph, qui était esclave hébreu et qui est devenu Premier ministre en Égypte. Oui. Il a rendu des services à cette nation-là. Oui. Il a aidé cette nation. Il les a aimés. Il a fait du boulot pour cette nation d'Égypte. Vous avez Daniel et ses compagnons qui étaient hébreux à la cour là-bas aussi avec ce roi. Ils n'étaient pas de ce peuple-là. Donc je pense que quelque part, ce n'est pas tant le fait d'une nationalité, mais je pense que c'est l'amour qui doit primer. L'amour de son prochain, l'amour pour son peuple. Parce que quelque part, s'il est là, bon, qu'on le veuille ou non, il est déjà là. Donc, il va bien falloir faire aussi avec. Mais moi, tout ce que je pourrais, si je pouvais lui donner un conseil, si je pouvais, c'est vraiment d'aimer ce peuple. Parce que la RDC, c'est un grand pays. C'est un peuple qui n'est pas dans une dynamique de haine. Parce que si on était dans cette dynamique-là, le pays serait à feu et à sang. La RDC, les Quinois, les Congolais de Kinshasa, moi je le dis pour l'avoir vécu, c'est un peuple accueillant. S'il avait pu trouver les moyens de collaborer avec ce peuple-là, de pouvoir aimer ce peuple, parce que Maman Olive est quand même quelqu'un aussi de chez nous, je pense qu'il y aurait eu peut-être un moyen qu'on puisse s'entendre pour un certain temps, et après les Congolais font son choix. Ça c'est encore une autre histoire. Mais moi je me dis que c'est pas impossible de ne pas être Congolais, et d'être là. Mais maintenant, c'est l'amour qui... Et d'ailleurs, quelqu'un de grand l'a dit dans la Bible, aime ton prochain comme toi-même. Donc, moi, c'est le seul conseil que je pourrais donner, vraiment, c'est d'aimer ce pays, parce que vraiment, c'est un pays qui apporte énormément en termes culturels, en termes de richesse, et en termes humains, c'est phénoménal. Vous allez partout dans le monde, il y a des Congolais. Moi, quand j'ai vu comment les Congolais se sont mobilisés pour marcher, partout, j'ai vu en Israël, il y a eu des marches. En Australie, il y a eu des marches. Partout, il y a eu des marches. C'est un peuple vraiment qui est accueillant. Vous vous sentez vraiment accueilli. J'ai voyagé beaucoup en Afrique. Bon, c'est vrai, j'ai connu la teranga sénégalaise, l'hospitalité ivoirienne, la joie de vivre à l'ivoirienne, etc. Et tout, mais quelque part en RDC on a vraiment quelque chose, et c'est peut-être ce qui fait aujourd'hui notre malheur, parce que à force d'être tellement sympa, gentil avec tout le monde, et bon, voilà, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est un drame. Mais je dis pour les personnes qui sont à la tête du pays, aimez ce pays-là et faites-lui du bien.
Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Faites-le bien, je pense que c'est quelque chose de fort. Je suis resté silencieux en vous écoutant parce que j'ai toujours l'émotion quand on parle de mon pays, parce que c'est un pays qui est saigné aujourd'hui, terriblement saigné. On voit les enfants issus de ces viols, de ces massacres, enfin de ces drames, et on ne sait pas. Dans 20 ans, qu'est-ce qu'on va devenir avec... C'est toute une génération qui est en train d'être sacrifiée. Malheureusement, c'est vraiment un drame parce qu'il faut voir du long terme. Oui, c'est que je suis en train de le dire, le long terme. Alors, les long terme... Et dans le long terme, moi, tout à l'heure, j'étais quand même assez fière de parler de mes parents, de mon père et de ma mère. C'est ça que je dis, on allait revenir. Alors maintenant, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils pourront dire? Vous voyez? Donc moi, c'est pour ça que je dis vraiment, quand on a la possibilité, parce que les institutions, Dieu permet certaines institutions qui sont là. Mais quand on a cette possibilité d'être à ce niveau-là, moi, tout ce que je peux dire, c'est vraiment aimer votre prochain comme vous-même et faites du bien à ce pays. Faites du bien au peuple congolais et les Congolais vous le rendront. Ils vous le rendront. Ils ont toujours eu cette culture de... Ils vous le rendront très très bien. Donc, c'est tout à l'avantage. Parce qu'on sait très bien quel chemin prennent les dictateurs, quel chemin, comment ça se termine l'histoire. Tout le monde sait comment ça peut se terminer. Mais humainement parlant, moi je dirais, faites du bien au peuple congolais et vous le rendra. Moi je souhaite seulement la fin de Samuel Doe à cet homme. Bon, on verra. Évidemment, hein. Oui, mais bon, maintenant... C'est qu'on peut souhaiter, non? Moi, je ne souhaite rien. Je ne souhaite pas le malheur de mes ennemis. Bon, je dis... On peut toujours dire quelque chose. Moi, je ne parle pas, et ce n'est pas mon ennemi, je ne le connais pas, je dis. On connaît son ennemi. Ouais. Pour le combattre, pour essayer de bien les négocier. Ouais. Mais cet homme, voilà. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Dites-moi, il y a la diaspora ici. Dites non à cet homme. Alors, que pensez-vous de la confrontation entre la diaspora et ces régimes totalitaires, caporales, tout ça? De tout temps et en tout lieu, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Je suis pour, je suis contre. C'est un droit. Et même, oui, c'est un droit qui est indéniable. Donc, oui, qu'est-ce que j'en pense maintenant par rapport à ça? Je pense que c'est une bonne chose. À chaque chose, malheur est bon. Oui. Le Congolais était un peu endormi. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de nous transformer. Oui, et là, le patriotisme congolais a vraiment évolué. Parce que maintenant, c'était plus simplement rester chez soi et tout. Donc, c'était dans la rue, manifester pour dire que non, on n'est pas d'accord. Et je pense que ça fait beaucoup trembler les chancelleries occidentales un peu partout dans le monde. Donc, c'est vraiment important. Donc, pardonnez-moi, allez-y, continuez à marcher. Il y a une prochaine marche organisée par RCK. Je tenais aussi à donner cette information, pardonnez-moi. Organisée par RCK. Je tenais aussi à rendre hommage à Martin Sali qui est un grand... Oui, Martin Sali, j'ai beaucoup suivi, oui. Vous avez beaucoup suivi, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est fort critiqué par... On sera toujours critiqué. Oui, mais... Une fois que vous êtes devant, vous serez toujours critiqué. Vous passez à la télé, j'aime pas sa tête. Voilà. Alors vous passez de l'autre côté. Donc il y a toujours un truc. Mais bon, ce sont quand même des personnes qui se sont levées. J'ai beaucoup suivi sur YouTube les vidéos. Lui, Youyou Moussi, je crois. Oui, tout à fait. Il y a maman, comment ça s'appelle Louise. Maman Louise. Oui. Rex Kazadi aussi. Rex Kazadi, oui, tout à fait. Je suis vraiment... Non, j'ai passé d'ailleurs beaucoup d'heures à visionner les vidéos, aller sur le terrain, dans les marches. Et bon, je ne suis pas quelqu'un de visible qui va prendre le flambeau et tout. Parce que moi, mon combat, si on peut dire ça comme ça, c'est aussi sur le terme économique. Je dirais aussi un message pour la diaspora. Voilà. C'est vraiment de se lever, économiquement parlant. Peut-être que on est arrivé ici en Europe, on ne savait pas trop pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait, d'où sont venus pour survivre, chercher un avenir meilleur en Europe. Et moi, je me dis, profitons d'être là pour étudier, pour se former, pour avoir des contacts, pour faire du relationnel, pour visiter le pays, pour connaître un peu cette culture européenne, pour pouvoir évoluer et avoir un impact
sur notre pays d'origine qui est la RDC. Et je pense que ça serait vraiment bien de pouvoir avoir cette optique-là. Et moi, je dirais à la communauté congolaise, ben, écoutez, aimons-nous les uns les autres et marchons ensemble pour voir qu'est-ce que nous pouvons contribuer comme développement en Afrique, en RDC et ici même aussi. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire avec nos voisins, les Rwandais, les Ougandais et les Burundais? Bah, écoutez, c'est ce qu'on appelle le voisin éternel. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que ma solution, j'ai pas de solution. Sincèrement, je sais pas du tout. J'ai pas du tout de solution par rapport à ça. Je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus habilitées que moi à répondre à ce genre de questions. Mais intrinsèquement, sentimentalement, comment vous pouvez percevoir la fin de tout cela? Comment la réconciliation peut se mettre en place? Parce qu'il y a une plaie terrible il y a une fracture terrible entre le peuple congolais et... Déjà, pour se réconcilier, il faut être deux. Il faut reconnaître ses torts de part et d'autre. Autant celui qui a été blessé que celui aussi qui a blessé. Donc à partir de là, il y a un processus qui pourrait être engagé, mais vu l'état actuel, qui est blessé, qui blesse, bon, ça paraît tellement évident. Mais bon, moi, sincèrement, je ne pense pas que ma réponse va apporter... quelque chose. Alors, un mot de la fin. Nous sommes au Press Club, là où nous allons organiser un forum international pour la liberté de la presse et les droits de l'homme. Hein, aussi, il y a la liberté, aussi le principe des droits de l'homme. Ça sera le 27 mars 2014, ici, dans cette salle là où on se trouve. On terminera avec le droit de l'homme et la liberté de la presse. Il y a 16 journalistes qui sont massacrés, qui ont été massacrés depuis ces 13 années de pouvoir, 13 années de pouvoir de ce monsieur, que je n'aime pas trop citer ce nom, et également le droit de l'homme chez Béa, Bazana et tout ce monde-là. On terminera avec ça. Votre impression et votre dernier mot, puis on clôturera avec ça. Mais écoutez, moi, avec ma petite expérience que j'ai eue en Afrique pour travailler, et puis après différents endroits que j'ai visités, j'ai constaté une chose, c'est que parfois, dans certains milieux, on n'aime pas la vérité. Et surtout les hautes sphères politiques, parce que ça dérange. Et moi, je suis quelqu'un d'assez franche, donc j'ai eu des problèmes par rapport à ça. J'ai failli d'ailleurs mourir, je dirais pas ni où ni quoi, pourquoi, mais c'est vrai qu'on n'aime pas la vérité. Et de par la culture africaine, certains, je vois même chez nous, n'ont pas le courage de dire les vérités. Vous êtes dans un groupe, vous êtes peut-être parlé en aparté, tout le monde va dire oui, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Maintenant, quand il va falloir aller dehors pour exprimer effectivement le désaccord, il n'y a pas beaucoup de téméraires. Il n'y a pas beaucoup de téméraires. C'est quelque chose qui me froisse aussi. Moi, ça me froisse aussi. Voilà. Alors, moi, c'est vrai que moi aussi, oui, mais il y avait, parfois, je me retournais. Une fois, j'avais une réunion, d'ailleurs, dans ce sens, et tout le monde me disait, oui, il faut dire ça, il faut dire ça. Et donc, je suis convoquée à la réunion, j'arrive, je débarque, je m'assieds et tout. Je me retourne, je dis, il n'y a personne derrière toi. Les personnes étaient parties de l'autre côté. Donc, je dis, ben, écoute, il va falloir faire ça, mais il va falloir le faire. Alors, pour revenir à la liberté de la presse, notamment chez Béa, par exemple, c'est qu'il a eu le courage de dire et de faire ce que d'autres n'ont pas eu. Il a payé très cher. Et malheureusement, son épouse continue à payer l'absence. Les enfants continuent à payer l'absence de leur père, de leur époux. Donc, c'est un drame, c'est déplorable. Il faudrait plus de Tchébéa qui puissent se lever, faire entendre leur voix. Il faut des gens comme ça à un moment donné pour dire stop. Alors c'est facile d'applaudir des Nelson Mandela, c'est facile d'applaudir des Rosa Parks aux États-Unis, c'est très facile, mais à un moment donné ces personnes-là, ils ont dû se lever pour dire stop. Mais maintenant, qui sont les Tchébéa d'aujourd'hui? Parce qu'eux, en fait, ils étaient sur le terrain. Quelque part, moi, on me dit oui, c'est facile pour vous, vous êtes là-bas au loin, au large, vous payez rien comme prix, etc. Oui. Mais sur le terrain, il faudrait qu'il y ait des gens comme ça qui puissent se lever pour dire non, en fait.
Et ça fait partie d'une culture personnelle, des convictions personnelles. Et c'est un combat, c'est personnel. Quand vous voyez Nelson Mandela, il était seul dans sa cellule. Donc vous voyez un homme pareil qui a porté toute cette responsabilité de réconciliation dans ce grand pays face à ses oppresseurs. Et quelque part, c'est pourquoi je disais au début, tout est divin, donc ça venait forcément de là-haut. Donc voilà, maintenant, donc il faut apprendre aussi que le peuple congolais doit aussi apprendre à parfois savoir dire non. Voilà. Vous voyez, les gens en Ukraine, en ce moment, ils disent non. Il y a 60 morts aujourd'hui. Je viens de lire au niveau du fil d'actualité d'AFP, là, hein, comme vous voyez, lire là, voilà, parce qu'on a l'actualité en direct avec AFP. Voilà, 60 morts aujourd'hui. Ce sont des gens qui disent non. Oui, les gens qui sont qui disent tirés non. dessus. Alors, est-ce que moi qui parle, là, qui vous parle, est-ce que je serais prête à ce sacrifice ultime? C'est pour ça que je disais, chacun son combat. Moi, c'est surtout aussi, c'est pas un combat, mais une sensibilisation qu'on peut croire en ses rêves, on peut faire de grandes choses dans sa vie, même en étant ici en Europe, parce que quelque part on est très tenté de rentrer au pays, mais après, ayant vécu ici pendant, je sais pas, 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous voulez rentrer au pays, mais vous êtes complètement aussi un peu déphasé par rapport à la culture locale, vous n'êtes pas dans le système, vous êtes un peu perdu. Donc, pourquoi pas faire des choses ici? Il y a moyen d'évoluer. Quand je vois certains reportages à la télévision, je vois qu'il y a certaines personnes d'autres communautés qui évoluent très très bien aussi. Donc voilà, mais bon, moi je pense qu'il faut qu'on apprenne à dire non et les choses pourraient être plus belles pour nous. On va terminer avec ce qu'on appelle le zeste d'espoir. Je termine toujours avec ça. Vous aurez combien d'enfants quand vous allez vous marier? Une dizaine? Ben, ce que Dieu me donnera, je le prendrai. Donc voilà. J'aime beaucoup les enfants, ça c'est clair. J'ai été babysitter, nounou, tout ce que vous voulez pendant un certain temps. Avis aux amateurs. Donc j'aime beaucoup les enfants, j'aime beaucoup la vie de famille, j'aime beaucoup l'ambiance familiale que ça peut être et ça ce serait vraiment un grand bonheur pour moi d'avoir des enfants un jour et de pouvoir m'en occuper comme il faut. Et m'occuper aussi de leur papa, bien sûr. Merci. On va terminer avec ça. Merci. J'étais bluffé par notre invité. Comme je disais toujours, je vais commencer à inviter la crème de la société congolaise. Attention. Quand j'ai de la crème, c'est-à-dire qu'il y a quand même la matière. Cette matière va nous permettre un peu d'évoluer, de dire que voilà, on n'est pas souvent stigmatisé en disant que si les Congolais, c'est rien, le Congolais, c'est ça. Non, hein, il y a des Congolais de qualité. Hein, la preuve, nous l'avons là. Mais merci. La raison pour laquelle j'invite cette diaspora, afin de créer cette dynamique. À travers cette dynamique, les gens vont se dire non, nous avons aussi des éléments valables au sein de notre communauté. Merci à vous et à très bientôt. Mais merci à vous, Roger Bongos. Merci beaucoup de m'avoir invité et j'étais très contente. Merci. Vous avez un sourire lumineux. Ah, ben merci. Merci à vous. Allez, ciao, merci. Au revoir. Au revoir.